Déjà, premier avis. Ce mec, les années 80, comment ça se passe? Il se passe pas mal de choses dans le monde du sport. Hein. Mike Tyson, qui devient champion du monde très tôt. Diego Maradona dans le football qui est en train d'illuminer la planète foot avec aussi Michel Platini avec l'équipe de France. Et en 84 en NBA, il y a quand même un sacré beau monde d'abord avant de parler d'MJ quand même. Hein, Mapenda, il se passe quoi? Ouais, bah en fait, 84, t'as l'avènement, déjà depuis quelques années plus tôt, de ce qui va être le grand duel de la NBA dans les années 80. Donc ça veut dire que c'est la rivalité entre Magic et Larry Bird, dont on va consacrer bien sûr deux podcasts très prochainement. Donc pour resituer un petit peu le contexte, là on est dans une NBA dans les années 70 qui est confrontée par pas mal de problèmes, notamment de drogue parmi les joueurs de la NBA, des problèmes raciaux, l'audimat de la NBA est clairement en berne. Et avec en fait la draft de Magic et de Larry Bird qui sont de la même année, donc c'est-à-dire 79 il me semble, si vous me coupez si je me trompe, 79 ou 80, je sais plus. Mais du coup, cette rivalité-là, elle va clairement remettre la NBA au goût du jour, aussi bien en termes d'audience, aussi bien... En fait, les gens s'identifiaient à ces deux mecs-là, aussi bien sur les questions raciales, et aussi bien en termes sportifs, parce qu'on a là les deux meilleurs joueurs de la décennie 80. Et au début de cette décennie, donc sur l'année 84, donc tu as la finale entre les Lakers et les Celtics, il y a une draft qui est exceptionnelle, où va faire partie ce mec qu'on appelle Michael Jordan. Ouais. Donc il y a Michael Jordan qui va venir dans cette draft, et vraiment cette draft-là, plus la rivalité entre Magic et Bird, va faire que la NBA va connaître une expansion interplanétaire pour moi, tu vois, qui fait que la NBA est ce qu'elle est aujourd'hui. Lad, comment tu vois un peu ce topo-là? C'est très bien résumé. En effet, il y a un contexte NBA, alors en plus avec la sortie quelques années auparavant de la ligue, on va dire concurrente, la ABA, qui est Bien malheureusement qui trempe dans des affaires, enfin c'est la fin des années 70, début 80, c'est surtout terni par des affaires de drogue, hein, entre le crack, la cocaïne, etc. Où les joueurs apparemment en avaient quand même une certaine addiction. À côté, on a aussi une NBA qui est en perte de vitesse. On est vraiment sur on va dire vraiment sur une fin de cycle, jusqu'à qu'il y ait la reprise par le commissionneur que tout le monde a plus ou moins aimé, qui s'appelle David Stern. Et paix à son âme. Sauf les Lakers. Ouais, on va dire ça. Ouais. Et du coup, en fait, il a. Alors, on verra par la suite, mais via Michael Jordan, il aura quand même eu. Comment dire, il aura eu quand même sa mascotte, on va dire, en tout cas son ambassadeur, pour redorer justement l'image de la NBA et apporter aussi cet aspect, on va dire, plus spectaculaire qu'est cette ligue. Parce que c'était connu comme une ligue quand même un peu chiante en soi, qui n'apportait pas énormément d'animation, etc. Ce que la ABA a réussi à apporter en termes, on va dire, d'entertainment, avec des shows à la mi-temps, même des cheerleaders, des spectacles. Il y a eu tout un effet, on va dire, un peu d'industrie du spectacle qui a été apporté à la ABA. Et sur ça, par contre, la NBA s'en est clairement bien repris et a repris justement, a su faire, on va dire, comme on dirait professionnellement, un retour d'expérience sur ce qui a été fait sur la ABA. Et là, on est vraiment sur du renouveau. En plus, on est en plein, on est en pleine
rivalité Lakers-Celtics. Bon bref, là, ça y est, là, c'est vraiment le bon moment pour relancer complètement la machine. Et c'est vrai qu'en termes de timing, la draft de Jordan est juste, on va dire, un peu une sorte de bénédiction pour la NBA. Vraiment. Mhm. Non, juste pour rajouter un truc à ce que Vlad y disait, je ne pense même pas que c'était les ambassadeurs, parce que je pense qu'avec Magic et Larry, les ambassadeurs, ils étaient tout trouvés. Mais cette draft 84 avec Jordan, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi, en fait. Parce que là, tu as déjà 2 stars clairement établies qui sont là pour 10-15 ans. Et là, 84 rajoute un joueur qui va encore faire perdurer la NBA jusqu'à la fin des années 90. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis c'est plus la cerise sur le gâteau par rapport au nouveau vent que va insuffler les drafts de Magic Johnson et Larry Bird. Eh ben, messieurs, vous avez donné le nom central hein, du sujet du soir, appelé Michael Jordan. Alors, Michael Jordan, il vient d'où? C'est quoi son background par rapport à MJ, Sa Majesté? Parce qu'on l'appelle aujourd'hui Sa Majesté, mais par rapport à son enfance, c'était pas forcément ça, hein, par rapport à MJ. Hein. Il vient de la Caroline du Nord, comme on le sait bien. Papa James Jordan, qui va forcément aduler, qui va être une figure pour lui, mais aussi, il faut parler du contexte familial. C'est-à-dire que la famille Jordan, Michael, il a un frère. Et ce frère s'appelle Larry Jordan. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte? C'est bien qu'on parle de ça, nos petits jeunes là, qui connaissent pas tout ça, ils regardent MJ comme la grande star. Mais c'était pas comme ça au début, hein. Bah, non, moi, direct, tu me parles de Larry Jordan. Moi, ça me fait penser à la vidéo. C'était au centre d'entraînement des Bulls où justement ils l'introduisent un peu. Parce que, bon, bah, bien sûr, on parle que de Michael et non pas forcément non plus de son entourage et de sa famille. Et il présentait justement son frère. Et son frère, putain, je crois qu'il mesurait il mesurait 10 cm de moins que lui. Mais le mec, il avait une détente, c'était un délire. Mais c'est de la folie. Franchement, les gènes de cette famille, c'est justement ça. Donc c'est bien que tu parles de ça, Vlad. Parce qu'en fait, petit point familial, Larry, Jordan et Michael passaient leur temps à s'affronter l'un contre l'autre, évidemment, sur les 4 playgrounds. Ça, c'est sûr. Mais surtout par rapport à Michael, il dira que son esprit de compétition, il s'est développé durant cette période, en fait. Et au cours de cette période, Michael cherchait l'approbation de son père par rapport à Larry. C'est là où cet esprit de compétition a besoin de dire ça. Évidemment, il fallait que Live Twitch soit là pour qu'on puisse énoncer ça. Écoutez, c'est normal, hein, nous on a la pointe de la connaissance et de la qualité. Donc encore une fois... Ça va les chevilles? Bon, ok, je me calme un petit peu. Ouais, ça va un peu. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, Michael dira, moi, mon père, j'avais besoin de son approbation dans tout ce que je faisais. Et donc, j'avais besoin d'être meilleur que Larry. Larry était plus fort que Michael au début, hein. Mais Michael, à force même d'admiration envers son frère, ça a construit cet esprit de compétition qu'on connaît. Et une petite anecdote par rapport au lycée que je tenais juste à balancer, bien entendu. Le mec, il fait 1m80, il essaie de jouer dans l'équipe de basket de l'école du lycée en question. Il est considéré comme étant trop petit. Donc, il a une détente exceptionnelle. On connaît Michael dès l'âge de 15 ans, ça c'est sûr. Il va revenir l'année suivante, l'été suivant, et il va gagner 10 cm. Il va gagner 10 cm, Michael Jordan. On parle du lycée, là. Et le mec, il gagne 10 cm. Et au cours de son année senior, il sera sélectionné dans le McDonald's All-American Teams, bien entendu, avec une moyenne en triple-double, 29 points, 11 rebondis. Non, mais c'est vrai que n'empêche, en termes de... Comment on pourrait dire? En termes de... Comme ils disent les Américains, ils aiment bien dire le grind, comment dire, un peu la rédemption, on va dire ça un peu comme ça. Et oui, parce que Michael, jusqu'à son année, parce que alors au lycée, hein, aux États-Unis, c'est 4 ans hein, le cursus. Jusqu'à son année, c'était quoi du coup son année de sophomore, il faisait pas partie de ce qu'on appelle la varsity team. Donc c'est grosso modo l'équipe 1, c'est l'équipe première du lycée. Et voilà, parce que en effet, il avait pas le gabarit pour. C'est bon. Après voilà, c'est le choix du coach. Hein, donc c'était Clifton Herring, aka Pop Herring, qui ne le sélectionne pas. Et en fait, le truc, c'est que bien sûr, Michael va apporter une réponse directement en étant en équipe seconde.
Et ben le mec, dès le début, il balance des performances à plus de 40 points, etc. Et au bout d'un moment, le coach s'est dit, en effet, peut-être que le gars, il mérite son shot, hein, sa chance. Et Peut-être. Et en effet, voilà, il commence en année junior, donc troisième année. Et là, voilà, c'est premier match, il met directement 35 points et sur les deux saisons qu'il fera à Lenny, Lenny High School, il va être à 25,4 points, 12 rebonds et plus de 5 passes par match. Donc, voilà. Mais ça place le bonhomme, quoi. Le mec, il est beaucoup trop loin pour nous. Alors évidemment, il va enchaîner à l'université de Duke avec le coach Dan Smith, bien entendu. Alors, Mapenda, là, on est obligé de s'entendre. T'as dit Duke, là? Pardon, pardon. J'étais concentré, excusez-moi. Ouh là 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 là. Désolé. North Carolina. Oh là là, mon Dieu. North Carolina. Exact. Avec Dean Smith. Vas-y, Map. Ouais, c'est ça. Exactement. Sa période North Carolina, elle est vraiment remplie de succès aussi. Dès les débuts, il est déjà à 13,4 points de moyenne par match. Il s'affirme directement comme NBA ready, vraiment, alors qu'il n'a que quelques semaines, voire quelques mois en NCAA. Et il va permettre à son équipe en fait d'arriver jusqu'à la finale du championnat NCAA et qui va gagner face aux Hoyas de Georgetown avec son futur rival, un certain Patrick Ewing, à qui il mettra de sacrées défaites aussi dans la deuxième partie de sa carrière qu'on n'évoquera pas, je pense, ce soir. Mais c'était déjà annonciateur de pas mal de choses. Tiens. Aïe. En fait, Vlad, tu veux intervenir? Non, vas-y, je te sens là, t'es lancé là. Ouais, j'aime bien dire ça en fait, j'aime bien. La période de la fac de Michael Jordan, soyons clairs, les Américains évidemment étaient aiguisés par rapport au phénomène qu'ils avaient bien entendu. Ça va créer même un engouement par rapport également à l'antenne et des matchs retransmis à la télévision par rapport à la NCAA. En effet, l'engouement que provoque Michael Jordan, que provoque toute cette génération 84, parce que on signale qu'il y a aussi Pat Ewing également, dans la lumière du jour en question. Et donc, ce championnat NCAA 1982 va annoncer en effet cette rivalité dont tu as parlé, Mapenda, mais moi, c'est surtout, c'est même tout cet engouement, le nombre de personnes qui n'aiment pas le basket et qui étaient rivées sur North Carolina à cause de Michael Jordan. Dean Smith dira qu'on n'a jamais vu autant de monde au match, on n'a jamais vu autant de télévision, de tout, même sponsors. Évidemment, Nike a commencé déjà à taper à la porte. Et c'est normal, on parle de Michael Jordan. Alors, c'est là où c'est intéressant et qu'il faut mentionner ça, c'est que il faut rendre hommage également aux Américains, c'est leur faculté à développer un produit marketing par rapport à leur talent sportif. Et là, Michael Jordan va rentrer dans une lignée que peut-être ça n'a jamais été vu aussi, évidemment, sur le sol américain. Et soyons clairs, les États-Unis vivent une période exceptionnelle. Vous avez commencé, messieurs, à parler du duel Larry Bird-Magic Johnson, un clivage américain, le Midwest contre la beauté de la Caroline, d'Hollywood, Los Angeles, le monde des paillettes. Et là, tu as Michael Jordan qui rentre dans un environnement merveilleux. Le monde cher à Samuel. Ah ben tiens, on le salue là où il est. Et en effet, franchement là, tout était fait pour que ce soit merveilleux. Mais là par contre, Vlad, est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé draft 84 avec Portland? On peut passer vite dans cet épisode. Oh. On peut... ouais, quand même. Comment il s'appelait déjà là On peut le passer. Portland là, le Sam joueur, Bowie. Sam Bowie, c'est ça. Sam Bowie, purée de patate. Qu'est-ce qu'ils ont foutu comme merde, ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh mon Dieu. Ah, ils ont préféré prendre lui que Joe, quoi. Oh mon Dieu, oh là 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 là. Bon après, je peux les comprendre. Ils avaient Clyde Drexler dans le coup. Mais l'idée de réunir Clyde Drexler et Michael Jordan, en quoi c'était un problème? Ça aurait été, je pense, l'un des backcourts les plus violents d'histoire. Franchement,
Ouais, c'est clair que ouais, les deux réunis dans la même équipe, ça aurait été une folie. Hein. En tout cas, il n'y aurait pas eu Scottie Pippen. Ah bah ouais, ça aurait été comment dire, ça aurait été complètement différent pour le coup. Après, bah on aurait pu faire, oui, bah là après on peut vraiment tout spéculer, hein. On peut vraiment avoir toutes les théories possibles et inimaginables. Oui, non, c'est sûr que ça aurait pas été la même. Est-ce que ça aurait, alors le truc à se poser, c'est est-ce que ça aurait été un flop ou est-ce que bah, on aurait un duo Jordan Drexler, voilà, multiples fois bagué. Ah bon, ça c'est encore une autre question, hein, en effet, hein, c'est encore une autre question. Bah, justement par rapport aux bagues, et en effet, qui sera, bah, on va forcément évoquer ce cas-là, parce que pour Michael Jordan, il arrive dans une franchise qui est un peu, qui est pas top du top, hein. Franchement, je sais pas ce que toi t'en penses, mais les Bulls, bon, Oh bah les Bulls ils sont c'est complètement qui à les la Bulls ramasse avant hein, à l'arrivée de l'époque. Hein. Jordan? Les gens, ils sont là, ils achètent le maillot des Bulls, mais concrètement, c'est Michael Jordan qui est l'axe de la franchise quand il arrive, hein, concrètement. Hein. Ah mais de toute façon c'est le pur produit marketing hein, Jordan et malgré lui il l'aura été du début jusqu'à la fin de sa carrière et bah, en fait c'est tout simplement c'est la machine à highlights par excellence hein, à ce moment-là. Dès sa première saison rookie, bah, le gars bah, il démonte tout quoi. Putain, C'est juste c'est impressionnant dingue. en fait. Mais comment tu peux commencer une saison rookie avec 28 points par match? Et en plus, tu shootes à 51,5%, purée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah là, Qu'est-ce que ça veut dire? Alors après les... Bah non, mais je t'en prie, Vlad. Bon, après, les mauvaises langues diront, ouais, regarde son pourcentage à 3 points, il a que 17%. Mais en vrai, mais ok, il a 17%, mais il va progresser. En plus, c'est un rookie, il a 28 points par match, le frère. oui, Il a non, 84% dans ses francs. mais C'est trop. c'est pas. Mais pour l'époque, ça. Enfin, en effet, si tu regardes ça avec un œil, on va dire récent, on va dire comme. Voilà, si tu connais le basket depuis pas non plus super longtemps et que tu ne connais pas le basket des années Ouais, 80-90, le shoot à 3 points est quasi inexistant à cette époque-là. Enfin, il n'est pas inexistant, c'est mais vrai. il est clairement pas utilisé aux proportions qu'il est utilisé maintenant. Maintenant, une action à 3 points, c'est une action plus que classique. Alors qu'à l'époque, une action à 3 points, c'était vraiment quand tu avais un gros décalage et c'était rare d'avoir des shoots à 3 points contestés. C'était vraiment sur une fin d'action ou vraiment s'il y avait une situation en transition, par exemple à 1 contre 2 ou à 1 contre 3, enfin pas en transition, mais même en contre-attaque, où là tu es sûr et que tu as vraiment un spécialiste qui va, comme des Steve Kerr par exemple, qu'on verra plus tard hein, dans la Ouais. carrière des Bulls et de Jordan, Même John mais Paxson. John John Paxson. Paxson, oui, ne serait-ce qu'un peu plus avant. Voilà, c'est vraiment un truc de spécialiste, alors que maintenant tout le monde est capable de shooter à 3 points. Bon, à part Giannis, mais après, voilà, Le petit c'est canon. tacle envoyé. On salue notre frérot Rafik, bien entendu, qui sera avec nous. Mais attends, gars, il faut qu'on parle un petit peu du profil MJ. Dès le début, il est déjà revenu de travail comme ça, le mec, pour qu'il puisse produire de tels chiffres. Parce que c'est quand même ahurissant, j'insiste là-dessus. Pour un début de carrière, tu as 28 points par match. On n'a plus jamais vu ça depuis Karim Abdul-Jabbar. C'est du Jabbar dans le texte, le mec. C'est déjà un fou de... Il est déjà dingue il sait déjà ce qu'il veut, comme ça. Bah, Franchement. la légende dit qu'à partir du lycée, c'est notamment grâce à ça qu'il a pu derrière s'améliorer et pouvoir intégrer l'équipe varsity de son lycée. C'était qu'apparemment Ouais, tous les soirs il se faisait des sessions de shoot et que s'il ne mettait pas 20 shoots d'affilée, et on parle pas de 20 shoots genre plantés au sol en mode lancer ouais. franc, on Raccro. parle de voilà tout type Ouais. de shoot dans n'importe quelle situation, etc. Bah, il fallait qu'il mette ses 20 shoots d'affilée, sinon il ne rentrait pas chez lui. En tout cas, c'est ce que la légende dit. Ça commence bien, ça. Ça commence bien. Le mec, il est clair, il s'affirme clairement tout de suite comme en voulant être le meilleur joueur de l'histoire, ma penda. Je t'ai entendu là au fond, là, t'étais en train de ricaner, là. Ce qui se passe, c'est que MJ se positionne clairement comme étant le leader des Bulls. Et soyons clairs, le gars, quand on commence une première saison à 28 points par match,
c'est qu'on se dit immédiatement, c'est qu'il faudra compter sur lui sur le paysage de la Ligue. Alors, cette première saison où, en effet, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, les supporters des Bulls ne venaient pas au United Center. C'était pas très intéressant. Une équipe moribonde, comme tu l'as bien dit, Vlad. Et avec l'arrivée de Michael Jordan, forcément, ça crée une effervescence pas possible. Et ils vont se qualifier en play-off, les Bulls. Mazel tov. Oh là là, bah bravo pour les Bulls. Ils arrivent en play-off, mais bon, ils vont prendre leur petit sweep, hein, 4-0 face aux Bucks de Milwaukee, qui sont aussi bien placés. Hein, je crois, les années 80, côté Bucks, c'est plutôt pas mal. Hein, Oui. pour donner un petit coucou encore une fois. Ça se passe plutôt bien pour les Bucks, pour saluer un petit peu Rafik, on sait très bien que ça c'est compliqué. Eh ben, premier tour, ils vont prendre donc oui, arrête, c'est bon, Vlad, c'est bon. Alors les Bulls vont s'incliner 3-1 au premier tour de playoff 1985, mais avec déjà de très belles promesses. Deuxième saison NBA, Michael, ça se passe pas trop bien pour lui hein, physiquement. Hein. Il y a des petits coups quand même, non? Bah, c'est le pied qui prend cher. Hein. Et il va quasiment, s'asseoir tout le long de la saison. Hein. Aïe, 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 aïe. En effet, c'est pas trop top pour lui. Il va rater, je crois, plus de 40 matchs ratés hein, pour MD, je crois. Hein. Ça va être un petit peu compliqué pour lui. Là. On est même à plus de 60, hein, je crois. Hein. C'est quasiment toute la saison hein, qu'il rate. Hein. Ouais, ouais. Bah, il fera une dizaine de matchs avant les playoffs, parce que les Bulls vont en effet se qualifier pour les playoffs. Hein. Donc, c'est encore une fois très, très, très encourageant pour eux. Comment tu vois ça pour toi, Vlad, en question par rapport aux Bulls? À quoi ils ressemblent, en fait, ces Bulls-là, d'ailleurs? Franchement, il les tient à lui tout seul. Hein. C'est dans la continuité un peu de sa saison rookie. Malgré tout, ça arrive quand même à faire un peu plus, à performer un peu plus. Mais bon, il y a quand même des Bulls avec et des Bulls sans Michael pour le coup. Ouais, exactement. Bon, après, on peut quand même leur donner cet hommage de se qualifier pour les playoffs avec l'absence de Michael Jordan, leur leader offensif, c'est quand même le leader tout court de cette équipe. Donc à partir de là, on voit quand même qu'il y a une certaine espérance par rapport à ces Bulls. Mais à l'échelle de la Ligue, est-ce que tu as une idée de comment on regarde Michael Jordan au loin comme ça, de voir un aussi jeune joueur performer? Parce que là, on va entrer dans le vif du sujet par rapport à l'année 85-86. Il y aura des choses à dire. Tiens, Vlad, je te laisse... c'est la coqueluche. Hein. C'est comment dire, franchement, très honnêtement, tu te mets dans le contexte de l'époque où, pour reprendre un peu ce que je disais en introduction, t'es avec une rivalité qui commence à s'ancrer avec notamment les deux équipes qui étaient ultra dominantes à l'époque comme les Celtics et les Lakers. Et là d'un seul coup tu vois un mec, il arrive de nulle part, il commence à prendre le lead sur tout, à prendre la tête d'affiche de tout, sans compter tout ce qui est campagne publicitaire, etc. Et les gars, franchement, la seule chose que t'attends, c'est de le croiser en play-off pour remettre un peu les pendules à l'heure et dire on te rappelle qui est le patron. En effet. Donc les playoffs sont clairement le terrain d'entente, en effet, où il faudra remettre les choses dans l'ordre. Mais Michael Jordan ne l'entend pas de cette oreille, Mapenda. Ouais, non, il n'entend pas de cette oreille parce que déjà sur cette année-là, il se blesse. Il rate pratiquement toute la saison. Il revient à temps pour les playoffs. On est bien sur 85 là, c'est ça hein? Ouais, 85-86. Ouais. Exact. Ouais, donc le mec rate pratiquement toute la saison régulière et il revient à temps pour jouer un match contre les Celtics de Boston qui est à l'époque avec Los Angeles la meilleure équipe de la ligue, clairement. Donc avec les Kevin McHale, Larry Bird, etc. Et le mec, les Bulls perdent la série, hein, donc je pense que collectivement ils sont pas encore prêts à rivaliser encore avec les mastodontes de la ligue. Mais les mecs fait quand même des pointes à 63 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il met 63 points contre peut-être la meilleure équipe des Celtics de l'histoire. Donc c'est un truc de fou. Et il fait une moyenne à 47 points sur la série.
je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est exceptionnel. Non, Franchement, mais c'est exceptionnel. Et mais pour moi, cette série-là, elle marque vraiment l'avènement de Jordan au niveau mhm. des playoffs, quoi. Bah, Mais malgré, c'est incroyable. malgré Donc, que ce soit un vas-y, Matt. sweep, oui, il est capable Ouais, bah, réellement d'avoir des matchs, vraiment des matchs références. Et après, bon bah voilà, c'est malheureusement, il est tout seul. Et sur ça, faut dire ce qui est, parce que bah voilà, comme là c'est affiché, euh, putain, mais l'effectif, mais c'est une catastrophe quand même, hein. Tu te retrouves avec Orlando Woodridge, des Sidney Oh Green, putain. voilà, c'est. Oh non, c'est pauvre, franchement, c'est pauvre. Déjà, même là, très honnêtement, je sais même pas comment ils arrivent à se qualifier en playoff avec un Jordan qui est même pas présent un cinquième de la saison, même un sixième surtout de la avec le saison. Mais bilan c'est qu'il a. ça, il n'est pas top. 30 victoires et 52 défaites pour les playoffs 86 en question. Mais regardez un petit peu ce que j'ai là, une anecdote par rapport à ces playoffs 86. Alors, déjà, au match 1, le mec, il marque 49 points. Le premier match de la série. La veille du deuxième match, il part jouer au golf avec Danny Ainge. OK? Président des opérations basket de Boston, en tout cas l'ex aujourd'hui, bien entendu. Et donc, Danny Ainge, il joue au golf avec Michael Jordan. Et Danny Ainge, bon, il va un petit peu charrier MJ. Et match 2, il met 63 points. 63 points. Larry Bird dira, je cite, Dieu était déguisé en Michael Jordan. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. En fait, c'est le mec qui rassemble autant de personnes, tous sports confondus, mais également tout individu lambda confondu. C'est-à-dire même le mec qui ne regarde jamais le basket, Michael Jordan provoque en lui une émotion, mais à des niveaux pas possibles. Et c'est 63 points. Je me souviens même du TD Garden, j'avais regardé ce match-là. Mais en fait, tu peux pas faire enfin, genre faire le mec vénère par rapport à MJ. Parce que c'est quelque chose de surhumain. C'est quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel, wesh. En plus, il marque dans toutes les positions possibles. À mi-distance, en un contre un, sortie de dribble, pénétration, reverse, turnover jump shot, fadeaway jump shot. Il est au point partout, Vlad. C'est quoi cette panoplie? C'est quoi ce mec? Franchement, je sais pas. Non, Je sais pas quoi dire parce que franchement, c'est dommage que. Franchement, le seul truc qui manque, c'est vraiment un bon casting derrière, quoi, en fait. C'est parce que le gars est capable de tout faire sur le terrain, quoi, et vraiment dans toutes les positions. Et comme tu as dit, le mec sur ce match 2, il fait tout. C'est un récital, ce match 2. Et même en face, les gars ne savent absolument pas quoi faire. Et très peu nombreux sont les joueurs sur lesquels sur lesquels tu as ce genre de comportement. Ça, franchement, des mecs qui sont capables de scorer dans n'importe quelle position, n'importe comment, même avec 2-3 défenseurs sur la tête, ils s'en foutent. En plus de ça, c'est que les stars de l'époque, donc Magic et Larry Bird, ils arrivaient à scorer, mais enfin, Magic n'arrivait pas à faire ce genre de pointe-là en carrière. Il en faisait quelques-uns à 40 points, etc., un peu plus tard dans sa carrière. Mais un arrière qui arrivait à faire ce genre de pointe, à marquer sur 2-3 défenseurs, on n'avait jamais vu ça. Le seul mec qui arrivait à faire des pointes comme ça, c'était 15-20 ans en arrière, c'était Will Chamberlain. Donc c'est un nouveau type de joueur en fait qui arrive. Et même au-delà du match 2, on a affaire à un mec. Déjà, il y a l'arrivée de Jerry Klaus, dont on n'a pas parlé, qui va être déterminant qui va vraiment construire l'équipe autour de lui. Donc, tu as parlé des noms, Vlad, mais tous ces noms-là, on va les mettre sous le tapis. Et puis même, en dehors de ça aussi, on a un mec qui médiatiquement commence à prendre de l'ampleur. Donc, il signe un contrat avec Nike. En fait, c'est un nouveau type de sport, en fait, une nouvelle approche du sport. Le mec, il a des chaussures à son nom, ça marche pour lui. Et en plus, sur le terrain, il montre des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. C'est surtout ça aussi qui choque, en fait, je pense,
le public à ce moment-là. Ah, les chaussures qui sont seulement faites pour les petits républicains blancs, c'est ça? C'est ça, exactement. Il n'a pas voulu créer C'est la ça. polémique, Michael Jordan. Il n'a pas voulu rentrer sur ce terrain politique et je pense que ça a été plutôt une bonne initiative de sa part. Peut-être qu'il ne se sentait pas capable également de parler sur ce terrain-là et à vrai dire, vaut mieux pas qu'il aille se mouiller là-bas parce qu'on connaît très bien aussi le modèle américain hein, en termes de médiatisation. Vous êtes une grande star, vous dites une connerie qu'il ne faut pas dire. Peut-être que vous la pensez cette connerie, ben, vaut mieux pour vous la garder. Et ça le protège en effet de différentes circonstances qui peuvent être très compliquées pour Michael Jordan. En tout cas, tout le pays. En fait, concrètement, quand tu touches à Jordan, tu touches à l'Amérique entière, en fait. Jordan fait l'unanimité partout et très vite. Alors, par rapport aux Bulls, il y a un nom qu'il faut quand même évoquer, qui joue le rôle de protecteur de Michael Jordan. C'est Charles Oakley. Charles Oakley, qui lui va arriver également du côté des Bulls, lors de l'année 1985. Il fera les playoffs 86 et il fera 3 ans aux Bulls. Charles Oakley va jouer le rôle de protecteur auprès justement de Michael Jordan. Il va plusieurs fois intervenir au travers des différents adversaires qu'on va voir après les Detroit Pistons, forcément. Alors, pour terminer, par rapport aux Celtics, il y a encore une série de playoffs, je crois, en 87, Vlad. Ah, oui, série en 87. Bah là, comme c'est affiché, bah, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Et malheureusement, ça va se résumer pareil. Hein. Ça va être un sweep. Hein. Aïe. Aïe. 3-0 à nouveau, encore une fois, pour les Celtics de Boston, qui arrivent certes, alors qu'ils venaient de gagner le titre en 86, après avoir battu, en effet, après avoir battu les Rockets de Houston, bien entendu, en finale NBA 86. Donc là, concrètement, Larry Bird est considéré comme étant le meilleur joueur du monde. Oui, il faut le dire. Larry Bird était considéré comme le meilleur joueur du monde, mais les Celtics arrivent en période, ça commence un peu à me tirer, Vlad. On sent quand même qu'il y a une révolte de la part d'une autre équipe du Midwest américain. Quelle équipe? Ma Penda? Ah, mais attends, Ouais, pourquoi tu te caches? Detroit. Pour l'Ouest. Les Bad Boys. Attends, répète ton anglais. Répète ton anglais. Detroit, bro. Oh là là. I say Detroit, bro. What up, bro? Oh purée de patates. C'est pas facile tout ça. Non, En effet, dur. les Celtics de Boston. Mais en effet, les Celtics de Boston vont affronter une certaine concurrence avec en effet les Detroit Pistons, bien entendu, lors de l'année 87. Ils vont gagner la finale de la conférence S4-3. Ça va être très compliqué pour les Celtics d'aller en finale face aux Lakers parce qu'en effet, il y a un certain vent de révolte qui se passe à l'Est. Alors, Michael Jordan, draft 87, messieurs. Il y a l'arrivée de Scottie Pippen dans l'effectif des Bulls. Là, ça commence à devenir sérieux, Vlad. Ah, là, t'as l'air chaud. L'homme qui se fait arnaquer. Ouais, oui, parce que l'arrivée de Pippen va changer la donne. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Horace Grant qui arrive. Même si, bon, l'histoire elle va mal se terminer pour lui, malheureusement. Il va pas avoir les faveurs de Sa Majesté. Mais ouais, l'arrivée de Pippen, elle change clairement la donne. Parce que là, clairement, même si ça gagne pas tout de suite, là, vraiment, l'équipe va clairement se positionner comme... pas comme une équipe qui se fait sweeper dès le premier tour par la meilleure équipe, mais comme l'une vraiment des places fortes à l'Est en saison régulière. Donc l'arrivée de Pippen, elle va avoir un impact immédiat, je pense. Vlad, par rapport à ça, tu peux être un peu plus sérieux, Vlad, s'il te plaît. L'arrivée de Pippen, en fait, c'est clairement ce qui manque, c'est-à-dire d'avoir un... Alors, je vais pas dire un backup, mais d'avoir une arme complémentaire, justement, de ce que Jordan apporte. Et c'est surtout ce gage, on va dire, aussi de... comment je pourrais dire oui, ça va bien résumer Pippen, c'est ce gage quand même de sérénité. Parce que Pippen, c'est clairement le mec qui est bon à tout et qui est capable de prendre le sale boulot pour mettre en avant la superstar qu'est Jordan à l'époque. Et c'est ce qui va fonctionner de toute façon tout le long après de l'épopée Bulls, jusqu'à 98-99. Non, je pense qu'on voulait dire la même chose. Et même là, Jordan, je pense que tu voulais dire ça, même Jordan à titre individuel,
il finit quand même la saison 86-87 avec 37 points de moyenne par match. 37 points de moyenne par match. Je ne sais pas si on se rend compte. On fait des bondeurs là, quand on a des joueurs à 28, 29 points de moyenne, comme James Harden, etc. Mais 37 points de moyenne sur une saison. Donc, c'est incroyable. Premier titre MVP. Et comme Vlad il a dit, bah, il va enfin avoir son lieutenant parfait. Donc, le mec qui va faire le sale boulot, qui est capable de défendre, qui est capable de mettre aussi, de l'épauler un peu au scoring. Et parce que Charles Oakley, il était plus dans un rôle de défenseur qui est là aussi pour faire le vrai boulot dans la raquette. Mais sur les postes, sur les postes extérieurs, Pippen, clairement, sera d'une grande aide à Jordan. Et ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que pour la première fois en playoff, ils arrivent jusqu'en demi-finale quand même. Contre les fameux Détroit dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux juste rajouter un petit point statistique par rapport à Jordan, justement, parce qu'on prend la saison 86-87 où il est à 37 points. Surtout ce qu'il faut mettre en avant, là c'est ce que je mets en surbrillance là sur l'écran, c'est que le mec il prend 13 shoots et il est quasiment à 50% au tir. Ah ouais, merde. Il fait pas une saison à 50-90 là? Quasiment, il est à 48%. Alors, sur la saison 86-87, il est à 48% au tir, à 3 points. Du coup, putain, ouais, par contre, à 3 points, c'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, c'était pas sa spécialité. Mais il est à 85% à l'ensemble. Ouais, non, mais MJ. Ouais, mais bon, ça reste attends, tu mets 37 points par match avec un pourcentage. Bah ouais, le pourcentage il est extrêmement élevé, quoi. C'est incroyable. Pour quelqu'un en plus qui a autant le ballon, et avoir un pourcentage comme ça, c'est extraordinaire. Alors moi, j'insiste avec l'arrivée de Pippen. Qu'est-ce que ça va produire par rapport au jeu des Bulls? Michael Jordan va faire la meilleure saison de son début de carrière. La saison 87-88, Michael Jordan est présent partout sur le terrain. Il va avoir le record du nombre de plus d'interceptions. Il va faire 200 interceptions au cours de cette saison 87-88. Et il va également réaliser 100 contres au cours de la saison 87-88. Il sera élu meilleur défenseur de l'année sur le poste 2. Vous ne pouvez pas imaginer pour un joueur extérieur avoir un tel titre quand on sait que dans la peinture, tu as des gros babards, là, tu as des gros mastodontes dans la peinture, et que toi, en jouant au poste 2, tu arrives à être meilleur défenseur de la Ligue, saison 88, c'est exceptionnel. Il va également remporter le titre de MVP. Eh oui, le titre d'MVP. Il est pour Michael Jordan. Et c'est clairement mérité par rapport à cet exercice-là de cette saison 87-88. Les Bulls vont être troisième de la Ligue, troisième à l'Est, avec un bilan de 50 victoires et de 32 défaites. Concrètement, les Bulls, c'est très encourageant avant ce début de play-off, en effet. Parce que là, on se dit qu'il est temps que pour Michael Jordan remporte sa première série de play-off. Ça commence. Chicago commence à devenir une place forte, en fait. Oui, c'est ça. Exact. Ça commence à devenir une place forte. Alors, premier tour, ils vont sortir les Cavs. Les Cavs qui seront même un adversaire assez difficile par rapport aux Bulls. Ce sera très, très, très disputé. Victoire 3-2 au premier tour pour les Bulls. Attends. T'as dit 3-2. 3 victoires à 2. 3 c'est l'euro. C'est l'euro, ça, c'est l'effet euro. C'est vrai. En effet, c'est l'euro. Mais bon, mais on met ça de côté. Là, c'est l'heure du basket. OK? Voilà. Là, on y arrive enfin, les gars. Avant qu'on parle un peu de cet affrontement avec les Pistons sur les 3 années qui vont arriver, il y a quoi entre Isaiah Thomas et Michael Jordan, les gars? Mettez-nous au parfum un petit peu, là. Il y a de l'amour. Vas-y, Vlad, le mec de Détroit. Le mec de Détroit, lui. Le mec de Détroit. Ouais, je sais pas, je la prends. Surtout qu'il aime pas trop l'Est en plus. Non, j'aime bien. Non, Détroit, franchement, Détroit, c'est une équipe que j'aime bien dans la globalité. J'aime bien
J'aime bien l'institution et l'histoire aussi de la franchise, parce que c'est une franchise qui est très riche en histoire aussi. Parce qu'il y a beaucoup de faits en plus politiques et sociétaux qui se lient à l'histoire de cette équipe. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de parcourir. D'ailleurs, je passe au passage le petit bonjour à Winston, des chroniques de Motor City. Faut qu'il continue à faire de l'excellent taf comme il fait depuis le début. Mais oui, là, Détroit, ça va devenir clairement la rivalité. Et pas dès le début, mais la chose, c'est que les séries vont tellement être, animées, épicées, pimentées, que ça va devenir réellement une rivalité. Et ça va... Là, quand on dit l'expression « tous les coups sont permis », là, c'est clairement le cas sur ces séries avec Detroit. Mapenda. Ouais, c'est ça. Et en fait, Détroit, on va faire là une équipe rugueuse. Je pense qu'on est pas mal revenu dessus sur le podcast sur Isaiah Thomas. C'est une équipe en fait qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Ça veut dire qu'ils sont capables de dépasser le cadre du sport pour te battre. Donc, ils vont pas hésiter à mettre en place ce qu'on appelle les Jordan Rules. Et clairement, en fait, ça consiste à... Ils savent que ce mec-là, il est fort offensivement. Que le tenir en 1 contre 1, c'est impossible. Donc, on fait quoi ? Impossible. On va le bastonner, tout simplement. Faut pas aller plus loin. Ils vont le bastonner. Ça veut dire que ça va utiliser les poings, ça va faire du catch, du MMA sur le parquet, tu vois. Et au final, ça marche, puisque sur les playoffs 88-89, ils battent encore les Bulls. Mais vraiment, je pense qu'en fait, Jordan, il va être vraiment marqué par cela, parce que physiquement, il a souffert. Il a vraiment souffert face à cette équipe-là qui lui a imposé un défi physique, mental, qu'il ne sera pas capable d'élever. Il ne sera pas capable de répondre à ce défi-là. Et il va clairement se remettre en question au niveau personnel. Les Bulls vont se remettre en question en termes d'équipe. Et ils se disent, mais comment on va réussir à battre cette équipe-là ? Parce que là, il faut le dire aussi que ça marque aussi le début de la fin de la carrière de Larry Bird, qui a vraiment des problèmes au dos et qui n'arrive plus à suivre. C'est la fin de la dynastie Celtics, au moins à l'Est. Et comme je disais, là, ils se retrouvent à une nouvelle problématique, c'est que maintenant, ils sont une place forte à l'Est au niveau de la saison régulière, mais il y a une équipe qui leur empêche d'aller au moins chercher une finale de conf, voire les finales NBA, c'est Détroit. Et Détroit, ils sont pas là pour rigoler. Eux, ils viennent, ils te bastonnent, ils jouent défensivement, ils sont très très forts, et ils n'hésitent pas, ils vont pas te laisser aller faire ton petit lay-up tranquillement. Si tu dois y perdre une dent, tu y perdras une dent, et c'est comme ça que ça sera la marque... la marque Détroit, et ça sera la marque Détroit, et exactement. Et au final, ça va marcher, hein. C'est ça. Alors, avant même de parler des confrontations de manière claire, il faut quand même mentionner qu'il y a déjà une petite animosité entre Isaiah Thomas et Michael Jordan. Hein. Il y avait le premier All-Star Game 1985 pour MJ, qui avait l'attention de tous les médias, et ça a créé une certaine jalousie. C'est Isaiah Thomas. Hein. Il faisait pas forcément la passe. Il veut pas lui passer la balle, le mec. Ouais, il y avait déjà des petits cas comme ça. Après, c'est justifié en disant non, pas du tout, le jeu prêté à jouer ailleurs. Mais bon, on savait que ça allait à un moment ou à un autre péter. Et en effet, cette demi-finale de conférence 88, Bulls face aux Pistons. Messieurs, je vais vous dire rapidement les scores, c'est sans appel. Les Pistons sont au-dessous. Ils gagnent de plus 11 le premier match, plus 11. Les Bulls vont égaliser avec un 30 secondes Michael Jordan exceptionnel, rien à dire. Mais le match 3, 101 à 79 pour les Pistons, 96-77 au match 4, et enfin 102-95 pour les Pistons. Ils gagnent 4-1 cette première demi-finale de conférence Est entre les Bulls et les Pistons. Michael Jordan, là on se dit, il a affaire à un véritable ennemi. En 89, il y a un point important. Alors, avant même de parler de 89, je pense qu'il faut quand même mentionner qu'il y a un échange très important qui va beaucoup affecter Michael Jordan. C'est l'échange de Charles Oakley contre Bill Cartwright. Ouais, ça va vraiment Cartwright, qui va arriver donc aux Bulls, ça va vraiment le toucher en plein cœur, le fait du départ de son ami justement, et Michael va être même très dur de caractère. Est-ce qu'on peut mentionner déjà le caractère de Michael Jordan avec ses coéquipiers ? C'est pas forcément facile, hein. Doc Collins le sait, hein. Ouais.
Ah ouais, non, c'est un mec qui est très très exigeant avec ses coéquipiers. Parce que lui, en fait, Ouais, on le verra un peu plus tard avec Kobe, bon, dans un autre contexte. Mais c'est un mec qui estime se donne toutes les chances de son côté pour réussir. Donc ça passe par du travail à exact. l'entraînement, un travail mental. Et il attend en fait il attend en fait le même investissement de la part de ses coéquipiers. Et quand il voit que selon lui, certains de ses coéquipiers ne sont pas au niveau de cette préparation, ne sont pas au niveau de ce travail-là que lui effectue, que lui fait l'effort de faire, bah, il se gênera pas pour leur dire parce que lui, il veut gagner. Il veut gagner. Il a perdu contre les Celtics, qui sont la meilleure équipe de l'époque. Quand Larry Bird a commencé à baisser le pied, il s'est dit que peut-être le chemin était ouvert, mais il a eu affaire à Détroit. Et là, on voit que ce mec-là, il est prêt à tout pour gagner. Et même quitte à passer à pourrir certains mecs dans le vestiaire, tu vois. Donc, il demande de l'investissement de la part de ses coéquipiers, il demande une éthique de travail. Et quand tu ne réponds pas positivement ou Exactement. quand selon lui tu ne montres pas que tu es à la hauteur de jouer avec lui, Aïe, c'est aïe, un aïe. mec qui te le fera comprendre. Et il y a des mecs qui ont pris très 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 cher pour ça, tu vois. Ouais, bah, Aïe, 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 aïe. certains diront qu'il était à la limite de la dictature même, hein. Ouais. Ouais, même Ah ouais, ouais, t'as mais même des mecs comme Horace Grant par exemple le vivra très très mal de pas avoir l'attention de Michael Jordan. On l'a vu dans Last Dance. Mais Horace Grant n'est pas comme ça. En plus, c'est un joueur qui est extrêmement athlétique. Il a beaucoup d'énergie à revendre. Mais en effet, Michael Jordan va être d'une dureté impitoyable avec Oh ses joueurs. C'est purée. Scottie Pippen qui le dira, hein. Concrètement, il était déjà très dur avec Scottie Pippen au début de sa carrière. Ouais. Et tu avais un membre du staff des Bulls qui avait Exactement. dit que Scottie Pippen avait même le privilège de rentrer dans l'intimité de Michael Jordan sur le terrain. Euh, MJ dira d'ailleurs Mm. que j'avais rapidement, je cite, hein, j'avais rapidement vu le talent chez Scottie Pippen en termes de gestion, en termes de passe, en termes de shooting et surtout de défense. Par conséquent, j'étais le plus dur avec Scottie Pippen qu'avec les autres parce que je savais que ce joueur avait la capacité de nous amener plus haut. Et il ne s'est pas trompé. Alors, saison 88-89, ça a l'air toujours très compliqué par rapport aux Bulls hein, quand même. Hein. Bah, Parce c'est que Ouais, c'est toujours. c'est compliqué quand même. Parce que bah, au fur et à mesure, tu as quand même l'effectif qui s'améliore. Mais bon, de toute façon, pourtant c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un coach que j'aime beaucoup. C'est Doug Collins. ouais, Et malheureusement, bien sûr. l'aura de Michael Jordan prend le dessus sur lui. Et parce que même c'était d'ailleurs ce qu'il disait sur la série contre Cleveland l'année précédente. C'est limite, ouais, bah, Mhm. donnez la balle à Jordan et écartez-vous. Le truc, c'est que le mec avait tellement Exact. alors malgré que ce soit un excellent coach, hein, moi je sais que sur ça j'ai absolument rien à lui dire, mais il avait tellement une admiration et Jordan à ce moment-là avait une aura tellement énorme qui prenait le dessus sur l'équipe dans sa globalité que bah au final il s'est complètement laissé déborder. En tout cas, moi c'est mon avis, je pense ça comme ça. Ah, Mapenda, t'as peut-être un Ouais, avis c'est sûr. Et contraire? aussi, il y a un truc. Ah non. Ouais, non, mais même pas. Non, c'est par rapport à Phil Jackson. Le mec arrive avec des nouvelles idées, même si c'est pas le créateur. L'attaque en triangle, Jordan va adhérer à ce système-là. Donc, ça fait que il tolère quand même, tu vois, il a quand même du respect pour Phil Jackson juste par rapport à ce système de jeu-là, parce que il lui fait confiance pour se dire que ce système-là va l'amener à tout simplement gagner, parce que c'était pas gagné d'avance. Il sort quand même de plusieurs échecs. On se dit que c'est une superstar, mais pourquoi il n'arrive pas à gagner? Et il aurait pu se dire que bah non, ce système-là, je ne le connais pas, pourquoi j'adhérerais? Et c'est tout le contraire qui va se passer. Bah, c'est bien que tu parles de ça parce que bon, la saison 88-89, au niveau des playoffs, les Bulls seront 6e à l'Est. Hein, ils seront avec un bilan de 47 victoires et 35 défaites. Premier tour, en effet, ils vont donc sortir les Cavs à nouveau. 3 victoires à 2 avec un shoot exceptionnel de Michael Jordan qui sera même le premier shoot de l'ère NBA
qui va sceller une série. Donc c'est le match décisif. Et sur un shoot au buzzer, Michael Jordan va donc amener encore une fois sa légende avec un... D'ailleurs, je disais une connerie, c'était cette année-là, c'était pas l'année d'avant. Sur le discours Ouais, c'est l'année 89. de Collins, ouais. Exactement. En fonction de ça, Michael Jordan va encore une fois entrer dans la légende. Au deuxième tour des demi-finales de conférence, ils vont sortir les Knicks de New York de Pat Ewing dès 89. 4 victoires à 2, donc il sort la tête de série numéro 2, c'est pas mal. En finale de conf, on retrouve encore une fois les Pistons de Détroit. Qu'est-ce qui se passe encore? Pour les Knicks, ça va être le début, ça va être le début d'une longue série. Hein. Ça va être très compliqué pour les Knicks. Alors, finale de conf. Pour Pat Ewing, non, c'est juste la continuité. Ouais, c'est vrai, c'est juste la continuité, puisque dès le collège, ça avait déjà commencé. Et en finale, alors moi, par contre, j'ai un petit point par rapport à Doc Collins. C'est son manque de variété offensive. C'est vrai, tu peux être en admiration par rapport à Michael Jordan, mais en fait, tu as affaire à une défense qui a mis en place, comme tu l'as dit, Mapenda les Jordan Rules. Et on a vu que les Bulls s'entêtaient avec Michael. Ce manque de variété offensive causait du tort, à mon avis, au vestiaire et ne permettait pas aussi aux coéquipiers de Michael Jordan, de cette première ère aussi, à pouvoir s'émanciper du pouvoir de Michael, à pouvoir s'émanciper même eux-mêmes personnellement par rapport à leur propre talent. Et moi, c'est là où je pense que Doc Collins a péché, et du fait de ne pas surprendre les Pistons de Détroit, qui vont l'emporter 4 victoires à 2 et en effet remporter leur premier titre NBA face aux Lakers 4-0. Alors, concrètement, dans la tête de MJ, il se considère inférieur à Isaiah Thomas? Comment ça se passe l'été 89, Mapenda? T'as des idées là-dessus? Sur l'été 89, pas trop, mais juste pour revenir sur l'échec face aux Pistons, et on en avait déjà parlé il y a quelques jours avec Vlad. Le souci, en fait, c'est que avant vraiment la mise en place de l'attaque en triangle, je trouve que j'allais dire LeBron, mais c'est pour en venir à LeBron justement. Jordan vampirise beaucoup trop le jeu, mais c'est même pas de sa faute. Viens vers LeBron. C'est même pas de sa faute. C'est que le mec est tellement talentueux et il est tellement fort que tous les ballons, la majorité des ballons passent à lui. Donc quelque part pour les adversaires, c'est facile de s'adapter, et surtout face à une équipe comme Détroit, on l'a dit tout à l'heure, qui va mettre en place une stratégie vraiment de défi physique au-delà des limites pour freiner ça. Et je pense que cette vampirisation sera en fait la limite des Bulls. Et pour faire le parallèle, du coup, c'est un peu c'est ce que je reproche parfois à LeBron sur ces différents échecs. Parle bien. Mapenda, Vlad, t'es d'accord, Vlad? Je sais pas. Je suis un peu partagé. Franchement, j'ai pas d'avis définitif sur ça. Je sais pas. Non, mais ça veut dire que, en fait, c'est juste pour dire que c'est quand même plus facile de défendre sur un mec qui monopolise l'attention de son équipe à quasiment chaque possession, que sur une équipe qui a un jeu qui cherche en fait à aboutir à un shoot ouvert pour un coéquipier qui est démarqué, où il y a plus de variété dans le jeu. C'est surtout dans ce sens-là. Ouais, tu veux plus dire ça dans le sens où le gars va... on sait que de toute façon, il va croquer le ballon et on lui laisse faire un peu ce qu'il a envie tant qu'on arrive à verrouiller les autres. Voilà, on sait que le match est quasiment gagné en fait. C'est ça. Okay. Exactement, mais en plus de ça, donc on laisse les autres shooter. Mais en plus, le mec, le principal concerné, on le casse. Pour le cas de Détroit, on le casse. Donc ça veut dire que même ce mec-là, rien ne sera facile pour lui. Et c'est le mec qui porte le plus de ballons dans l'équipe. Donc forcément, c'est un peu plus facile à défendre que sur un système où tu vas chercher la meilleure position possible pour marquer, en fait. C'est surtout dans ce sens-là. Ouais, ok. Ouais, sur ça, je te rejoins. Alors, dernier point par rapport au cas de MJ, début de carrière, partie 1, bien entendu, c'est la relation avec Phil Jackson. Phil Jackson arrive aux Bulls en 87 en tant qu'assistant coach de Doc Collins, et il va prendre le pouvoir en tant que head coach lors de l'été 89, après en effet la défaite face aux Pistons, 4 victoires à 2, en finale de conférence Est. Est-ce que vous avez moi j'ai mon petit point.
Alors, Phil Jackson mentionnera dans son livre Eleven Rings, bien entendu, que Michael Jordan était quelqu'un qui était difficilement accessible pour la discussion, pour l'aspect social. Il était très sûr de lui, très fort, vraiment dans l'assurance de qui il est et du talent qu'il a par rapport à la place qu'il a dans ses coéquipiers, dans le vestiaire, mais également sur le reste de la ligue. Et Phil Jackson dira que son premier travail sera de dire à Michael Jordan, en fait, ta responsabilité. Moi, je suis pas là pour t'apprendre à jouer au basket. Moi, je suis là pour développer ton leadership. En effet, le but est que Michael Jordan, selon Phil Jackson, est d'amener ses coéquipiers là où il veut que Michael veut que soit positionné ses coéquipiers pour qu'ils puissent gagner. Et c'est là le grand travail de Phil Jackson. Quand justement certains chroniqueurs se permettent de dire que Phil Jackson, oh là là, c'est pas si grand coach de chat, il a eu des grands joueurs. Non. Gérer un cas comme Michael Jordan. Merci. Non mais franchement, Vlad, t'es pas d'accord avec moi? Non, c'est extrêmement difficile de gérer un cas comme ça. Non, quand même, connaissant Rafik, là, vous le méprisez. Oui, on le tacle un petit peu. Ouais. On le tacle un peu. Mais franchement, il faut quand même rendre hommage à Phil Jackson de dire, je cite, et ça c'est les paroles que j'ai même lues dans le livre, amène tes coéquipiers là où tu veux qu'ils soient. Et c'est là où tu commenceras à gagner. Et cette phrase-là, ça va commencer à tilter dans la tête de Michael Jordan. Et par rapport à ça, par rapport à Phil Jackson, déjà, l'été 89, Michael Jordan commencera ses premiers exercices de fonte intensifs avec son coach personnel, Tim Grover. Il faut quand même forcément parler au travers de notre intervention, en effet, ce soir. Phil Jackson, concrètement, Michael Jordan, va accepter Phil Jackson dans son leadership. Et ça, concrètement, c'est une grande victoire dans un vestiaire quand ton meilleur joueur te dit oui à tes idées, oui à tes méthodes, oui à tes erreurs également, en fait. Et c'est là où il faut quand même rendre hommage à Michael Jordan. C'est-à-dire que les Bulls, si on regarde bien les confrontations par rapport aux Spin Stance, en 88, c'est 4-1. En 89, c'est 4-2. Mais qu'est-ce qui se passe en 90 ? Bah écoute, 90, on commence à monter en puissance. Ça y est, Phil Jackson prend réellement les devants. On est sur un bilan de 55-27. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Et c'est là que les Bulls vont réellement commencer à prendre un ascendant sur leurs adversaires. Déjà, ça va se terminer. Alors là, on est sur un Milwaukee qui est complètement en bout de course, arrivé en play-off. Donc ça se termine sur un 3-1. Et ensuite, on passe sur les Sixers. Bon, là aussi, il n'y a pas de quartier, c'est 4-1 direct. Et on retrouve les Pistons, qui sont champions en titre. Aïe, qui sont champions en titre, en effet, qui sont champions en titre après leur victoire face aux Lakers en finale NBA 89. Ça va être une série qui est très disputée. Concrètement, Michael Jordan va vraiment donner du fil à retordre par rapport à cette équipe des Pistons. Et petit à petit, les Jordan Rules affectent de moins en moins émotionnellement les joueurs des Bulls. Alors concrètement, le joueur visé, ce sera Scottie Pippen. Soyons clairs, il a beaucoup souffert de ça. Parce qu'un joueur quand même, Scottie, il est drafté en 87. Et psychologiquement, on sentait que les Bulls n'étaient pas prêts. Mais la saison 90, on sent que les Bulls commencent en effet à monter en puissance, comme tu l'as dit. La confrontation sera beaucoup plus ardue, mais Asia Thomas va faire un match 7 exceptionnel, notamment au 4e quart-temps, où clairement la différence sera notable par rapport à ça. Michael Jordan dira qu'à la fin de ce match 7 perdu par les Bulls face aux Pistons, qu'on est tombé sur plus fort, on reviendra l'année prochaine, avec un regard blessé pour FG. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans sa tête. Alors les Pistons, bien entendu, l'ont emporté, en finale NBA face aux Blazers de Portland. Bon, moi je m'en fous parce qu'à cette époque, je ne supportais pas les Blazers, donc je m'en bats les reins, ok. Non mais je préfère me libérer de ça, soyons clairs. Mais ouais, mais par contre, on va terminer par là, messieurs. 90-91, le passage à témoin. Et là, j'aimerais vous entendre par rapport à directement cette finale, les gars. Finale conférence Est. Mapenda, t'as l'air chaud, vas-y. Bah là, clairement, comme t'as dit, c'est passation de pouvoir. Le mec s'affirme encore comme le meilleur joueur de la ligue. Et en fait, c'est exceptionnel ce qu'il fait parce que ils arrivent enfin à taper Détroit. Ils arrivent enfin à taper Détroit après plusieurs échecs d'affilée. Et de quelle manière, ouais, avec déjà la saison régulière, elle est quand même ouf parce qu'ils font record de franchise avec 61 victoires.
Donc, sur les autres années, je ne sais pas si vous avez remarqué, Ouais. mais c'est toujours 4e, 5e, 8e de conférence. Là, c'est 61 victoires. Et ouais, là, ils arrivent enfin à éliminer Détroit, cette équipe qui leur a causé tant de défaites, tant d'échecs. Et il va le faire de la meilleure manière possible en sortant vraiment des performances incroyables. Incroyables. À titre individuel, il est vraiment, pour moi, c'est l'une de ses meilleures campagnes de playoffs, de toute sa carrière, en fait. Parce qu'il est vraiment très, 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 très fort. Bah, c'est. De toute façon, les deux séries, enfin les séries contre Detroit, a complètement changé l'approche des Bulls. C'est même pas de Jordan juste, hein, on parle vraiment des Bulls dans leur globalité. Et ils vont juste, ils vont juste leur rouler dessus, hein, parce qu'il n'y a pas un match, Ouais. il y a pas un match qui est gagné Il sous les n'y a 6 pas points. serré. Ouais, bah Aucun. oui, c'est ça. Aucun. Donc, Plus non, 11 à la première rencontre, plus 8, plus 6 au Game 3, bien entendu, mais le Game 4, 115 à 94, et bien entendu, cette sortie légendaire de la part de Détroit, hein, des Pistons, qui vont sortir sans serrer la main aux joueurs des Bulls, avec des Sans serrer la regards main. entre les deux équipes, sans serrer la main, bien entendu. Bill Laimbeer qui dira ils ont gagné, nous on arrive à la fin, ils ont gagné, c'est des pleureuses, c'était leur tour, ils ont gagné, ils sont plus forts que nous, au revoir et bon vent. Tu sens que dans le cœur, il y a cet esprit de compétition que moi je Du trouve seum. exceptionnel. Alors moi déjà, mais bien sûr c'est le seum et c'est normal. Moi j'aimerais quand même rendre hommage sur certains points par rapport à Michael Jordan. C'est cette faculté à progresser malgré la défaite. Ce n'est pas réservé à tout le monde par rapport à Michael Jordan. Il est dans sa 7e année en NBA, où on dit souvent que dans la 7e, 8e année, dans ta période de prime, ok. Il est né en 83, il a 28 ans, 63, pardon, il a 28 ans, Michael Jordan. Mais là, concrètement, ce qu'il démontre, c'est tout simplement inarrêtable. Il y a eu une action au cours de cette finale de conférence Est en 91 où je crois que c'est Dennis Rodman qui fait tomber Scottie Pippen par terre. Scottie Pippen ne répond pas. Et là, les Pistons, ils comprennent qu'ils ont perdu cet avantage psychologique. Ils comprennent que les Bulls sont passés à un autre niveau. Et c'est là où ils se rendent compte que là, on les tient plus, c'est fini. C'est terminé. Et c'était vraiment ce passage à témoin qu'il faut quand même signifier ce soir lors de cette première partie par rapport à Michael Jordan, qui après, en finale NBA, Vlad, je te laisse le mot. Tu as un petit mot à dire par rapport à cette confrontation avec Magic? ouais, franchement, non, il n'y a pas grand. En fait, non, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas réellement match en fait, hein, sur cette série. Ça se termine en 4-1. Jordan surnage, hein, cette finale, et ouais, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment le passage de témoin entre deux générations, qui était dominé fin 70 début 80 enfin plutôt début 80 par Magic. Et t'as Michael Jordan qui se pointe, il dit bon bah écoute, t'étais bien mignon, mais maintenant c'est moi le patron. Merci de me donner les clés du camion et on y va quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu as un double passage de témoin déjà au niveau de la conférence Est avec Détroit, où là, il va clairement leur marcher dessus en les sweepant, alors que toutes les autres séries auparavant étaient quand même bien disputées, notamment l'année d'avant. Et au niveau de la NBA en général, où tu as Magic qui domine encore avec son pote Karim Abdul-Jabbar. Et là, il faut dire quand même que les Lakers, c'est une équipe qui est habituée au final de playoffs, aussi bien que ça soit dans les années 80 contre Phila ou contre Celtics. C'est une équipe qui est certes vieillissante, mais c'est une équipe qui va régulièrement en finale. Donc on aurait pu se dire que ça serait pas gagné d'avance de battre une équipe aussi expérimentée. Et Magic est encore le visage de la NBA, on le verra clairement aussi au JO de 92. Et malgré ça, lui, la pression, il la boit et il va rouler sur cette finale-là. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, quand tu prends la carrière de Jordan, ces playoffs 91, c'est vraiment pour moi, peut-être pas à titre individuel, mais à titre collectif, c'est vraiment les plus aboutis parce que l'adversité sera la plus forte parce que là, ils éliminent deux équipes qui sont vraiment les meilleurs de l'époque en fait, sachant que sur les autres années, Phoenix, Portland, etc., ça sera entre guillemets des one-shots.
Mais là, tu as droit à deux Ah, équipes qui pourtant, on sont a là quand même fait 2 depuis. finales NBA, hein. Oui, c'est Attention vrai, quand c'est même. vrai. Tu veux Mais parler de plus dans ton le sens où ami, c'est des équipes qui arrivent. tu veux parler de ton ami le dégarni là? Voilà, on va s'arrêter là. Oui, mais dans le sens où là, c'est des équipes quand même qui sont habituées au rouage des finales. Ils y vont régulièrement et ils les Bien tapent. sûr, Tout simplement, bien ils les sûr. tapent de la meilleure manière possible. Et là, il y a un step-up. Tu sens qu'il y a un step-up mental. Et comme tu disais tout à l'heure, l'action de Pippen, elle est marquante. Elle est symbolique parce que là où c'était une équipe qui tombait un peu dans le piège de ses adversaires, là, ils vont comprendre qu'en restant focalisés sur eux, ils seront injouables. Et c'est clairement ce qui va se passer. Et après, on connaît la suite dans les années 90, double tripit. Et puis voilà, quoi. Et ouais. Là, d'un dernier mot par rapport C'est ça. à cette première partie sur Michael Jordan. Concrètement, moi, il y a aussi une marge marquante, c'est les. Vas-y. Vas-y, excuse-moi. Ah non, mais c'était surtout les larmes. C'est les larmes qu'il a versées après le titre en 91 avec son père. Beaucoup de coéquipiers de Michael Jordan seront extrêmement surpris de voir Michael exprimer ses émotions comme ça. Ils sont vraiment même choqués Ouais. de voir Michael pleurer comme ça, alors qu'à l'entraînement, c'est le dur de la maison, quoi. C'est le leader. Et là, le leader, il lâche tout, quoi. Il lâche tout. Ce titre ses larmes étaient tellement fortes, tu sens que le mec, il donnait toute sa vie, quoi. Un titre NBA, en tout cas le premier pour MJ en 91, il sera. Et quelle image! Franchement, moi, Mais c'est comme moi concrètement, les plus belles images que j'ai vues, c'est LeBron James en 2016. La joie des Cavs, elle était. Même moi-même, hein, j'aime pas les Cavs, pas de souci. Mais cette joie, elle était tellement communicative, tu sens que les mecs, ils étaient au bout, quoi. Ils ont donné leur race, quoi. Et ben, Michael, en 91, c'était pareil. Et pourtant, nous regardons ça en archive, hein. Nous regardons ça Il a en trimé. footage, hein. Voilà. Mais frère, poteau, les défaites, ça pèse, hein. Mais 7 ans plus tard, il gagnera son premier titre. Il a trimé, il a vraiment trimé. Tu mets cette image de 91 avant l'image de 96, là où il se met à pleurer après son titre, là où il s'effondre complètement dans le vestiaire, là par rapport au décès de son père notamment. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même un petit point quand même, parce que le décès de son père, alors oui, il faut quand même rappeler ça, hein. Concrètement, le décès de son père, c'est comme s'il perdait un petit peu sens à sa vie aussi. C'est comme si ça mettait un peu même fin à la première partie de la carrière de Michael Jordan. Toute cette période qu'on a mentionnée là justement sur ce direct ce soir, c'est la première partie de carrière de Michael, avec un certain type de caractère, une certaine personnalité. Mais la mort de James Jordan, senior, il y a quelque chose qui va changer dans sa tête. Ça, c'est clair. Et ce sera la deuxième partie. Forcément, Team Duncast fera pour vous. Mapenda ? On reviendra plus tard pour ça. Et juste pour revenir sur la partie échec, je trouve quand même qu'on parle pas assez, nous on en parle là, mais on parle pas assez de comment ces échecs-là ont forgé Michael Jordan. Lui-même dira à la fin de sa carrière que j'ai raté 300 matchs, j'ai raté beaucoup de tirs où j'avais le game winner entre les mains. Et je pense que beaucoup de joueurs se seraient écroulés en fait. Parce que Jordan, il faut souligner un truc, c'est que la pression qu'il avait, c'est qu'il était attendu comme le nouveau joyau de la NBA, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Et le fait de perdre comme ça au fil des années, etc., beaucoup se seraient écroulés. Et lui, non, il ne va pas s'écrouler. Et il a la mentalité de se dire que malgré le fait que je rate, l'année d'après, je vais revenir, je vais m'améliorer, je vais amener mes gars avec moi. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment admirable, en fait. Et pour moi, ça, c'est même au-delà de la Mamba mentality qu'on attribue souvent à Kobe. Je pense que c'est lui qui l'incarne encore plus quand tu vois ces différents échecs qu'il a eu tout au long des années 80. Intéressant ce petit point là que tu mentionnes là, ce petit cas de comparaison avec Kobe Bryant. Vlad, t'es d'accord avec ça? Oui, dans la globalité, ouais. Et après, par rapport à mon avis personnel là, sur le sujet, moi je trouve quand même que la première partie de carrière de Jordan, on la met clairement pas assez en avant, parce que c'est clairement ce qui conditionne.
C'est clairement ce qui conditionne sa suite de carrière. Ouais. Et pour le coup, ouais, c'est beaucoup d'échecs, mais c'est vraiment des échecs en fait qui vont le construire. C'est pas comme d'autres gens qui seraient complètement capables de s'effondrer, parce que les confrontations, notamment face aux Pistons, moi j'en connais plus d'un, il serait déjà, comme on dit, il serait déjà 6 pieds sous terre, quoi. Oh là 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 là, Ouais, tu fais bien de surtout parler que- de ça, justement. Surtout, et juste encore un point à souligner, c'est que sur cette décennie 80, surtout sur la fin, il faut dire qu'on a Magic et Bird, avec qui il va connaître des échecs, et tu as toute la génération qui est avec lui, donc, dont on n'a pas mentionné les noms, des Olajuwon, les Charles Barkley, les Pat Ewing, dont on a parlé, mais c'est des mecs qu'il rencontrait en saison régulière. Donc ça veut dire que Bien sûr. il est à cheval, comme les autres, entre deux générations, et ces deux générations-là se rencontrent quand même pendant 5-6 ans, et ce mec arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Donc je pense que, comme l'avait souligné Samuel, la dernière fois sur un des podcasts, c'est vraiment, pour moi, c'est là où l'adversité en NBA est la plus forte. Et il arrive quand même, encore une fois, à tirer son épingle du jeu, et au final, il arrive quand même à gagner. Et je trouve que rien que pour ça, il mérite le titre de GOAT, même si Vlad va encore tousser. Et c'est lui le GOAT. À la différence de The LeBron real James, GOAT. Michael Jordan va le gagner. Michael Jordan va gagner son premier titre 7 ans après son arrivée en NBA. LeBron James, c'est 9 ans, même si c'est vrai qu'il est allé en finale un peu plus tôt que Michael Jordan, c'est vrai. Mais soyons... Par contre, c'est ce petit point aussi à mentionner. Tu as parlé de la génération 84, Mapenda. Cette génération-là, en effet, il y a de sacrés noms qui sont déjà mentionnés, à cheval avec l'ancienne, bien entendu. Mais moi, c'est les rapports qu'avait aussi, que j'aimerais évoquer, c'est les rapports qu'avait Michael Jordan avec les anciennes stars de la ligue. Larry Bird va devenir son pote. Il va faire Space Jam avec lui. Il est là. Comment il s'appelle? Charles Barkley, évidemment. Et Pat Ewing aussi. Larry Johnson. Sean Bradley. Michael Jordan, on est ennemi avec lui sur le terrain. Mais à l'extérieur, il arrive à créer l'unanimité, même chez ses adversaires, en termes d'approbation, en termes d'approche du jeu. Mais il y a un seul mec avec qui ça passe pas. C'est Isaiah Thomas. C'est Isaiah Thomas. Isaiah Thomas ne le dira pas, mais je pense que... après, c'était le coach Chuck Daly qui disait ça des Pistons. Il disait que si Isaiah Thomas mesurait la même taille que Michael Jordan, il aurait été le meilleur joueur de l'histoire. Libre à lui de le penser, mais Isaiah Thomas joue au poste de meneur. Et moi, je pense que Isaiah Thomas, même qui lui a coûté sa place pour les Jeux 92, c'est qu'il n'a jamais accepté dans son cœur, unanimement bien entendu, le même regard qu'avaient les autres stars sur Michael Jordan. Larry Bird, faut pas croire, quand il est face à MJ, il va l'affronter, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en dehors, on va être relax, on va accepter justement cet aspect de relax. D'ailleurs, même c'est Magic Johnson, on se souvient tous, un petit crochet par rapport à cette rivalité, qui ira même chez Larry Bird en fait. Manger en famille et tout, la famille de Larry Bird, la mère de Larry Bird qui va accueillir Magic comme son fils et tout, il y a des vidéos par rapport à ça. Mais ça a ému tous les États-Unis. Vous vous souvenez de ça un petit peu, de ce petit point-là et tout Larry Bird, il va l'accueillir comme... on dirait que c'est un sahab à lui de la cité. Allez, viens photo, c'est l'heure de grailler. Non mais vraiment quoi, mais vraiment. Et Michael, en fait, il va être accepté également par ces deux patriarches concrètement de la ligue. Mais le seul à qui ça passe pas, c'est Isaiah Thomas. Et je pense que ça joue même pour 92, où concrètement, ces trois-là, Bird, Magic et MJ, Sa Majesté, ont dit non à Isaiah Thomas à cause de cet esprit d'animosité qu'il a maintenu. Alors Karl Malone aussi va faire le petit coup qu'on connaît, on a évoqué ça en podcast, on n'ira pas plus loin. Mais MJ, à votre avis, pourquoi il est autant respecté comme ça par même ses adversaires de la ligue? Il y a forcément d'autres points que messieurs. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses, parce que déjà sur le terrain, en termes de talent pur, je pense que c'est le plus fort, tout simplement. Et comme on dit à la cité, vrai reconnaît vrai. Et tu peux pas détester un mec aussi fort. Pour moi, il faut pas chercher plus loin.
le mec est juste trop fort. Et quand tu mets 63 points alors que tu es tout jeune contre la meilleure équipe de l'histoire des Celtics, quand tu reviens année après année, après avoir subi du MMA en playoff, et que tu reviens et qu'au final tu gagnes, bah, t'as juste en fait le respect de tes pairs. Et pour moi, c'est tout à fait normal en fait. Je vois pas je vois pas autre chose. C'est juste que le mec est juste trop fort, quoi. Après, Le mec est juste trop dehors fort. en dehors de ça, alors je pense que ça touche même l'extra sportif aussi. C'est que de toute façon tu le vois Laura. même tu vois là, tu le vois, le gars il a quand même un sacré charisme. Au début de sa carrière, il passait quand même entre guillemets pour un peu pour le gendre idéal aussi. Il faisait plein de pubs pour les céréales, pour Weasley, pour Weasley's, etc. Il a même après par la suite sa campagne de pub avec notamment Spike Lee pour les Jordan. Il a cette aura au début de carrière de mec sympa, de mec un peu famille, un peu comment dire. Il y a même pour la fête des mères, il y a le petit spot publicitaire qu'il fait avec sa mère. D'ailleurs, faut remettre en avant aussi les effets spéciaux de l'époque, là où ils avaient pris un mec qui était déguisé comme sa mère avec la perruque, etc. pour faire des dunks et tout. Genre c'était sa mère qui dunkait et tout. Mais voilà, il y a tout ça qui il avait au début comment dire, il avait un peu cette réputation de mec cool, de mec sympa, et qu'il l'a quand même tenu vraiment au fur et à mesure. Et c'est vraiment, je trouve, c'est après sa première retraite, en fait, je trouve, où là il a réellement pris beaucoup plus, en tout cas, un aspect je vais pas dire de réel leader parce qu'il l'était déjà de base, mais vraiment de patron, mais patron avec un P majuscule, quoi. Ah ouais. Ma peine, je crois que tu voulais réagir, je crois. Non, mais juste même après cette première retraite-là, on le trouve même beaucoup plus accessible. Non, juste pour dire que même après cette retraite-là, moi j'ai l'impression que même il est beaucoup plus accessible, beaucoup moins dur avec ses coéquipiers. Après, c'est juste la vision que j'ai extérieurement parlant. Mais le côté patron, je pense qu'il l'a toujours eu, mais il a un peu plus mis un peu d'eau dans son vin quand il est revenu en 95, quoi. Moi, c'est la lecture que j'ai un peu. Ouais, mais tu sens que les choses sont différentes en 95. Le mec est âgé, hein, il a 32 ans. Il sait que maintenant, il n'a plus les mêmes facultés physiques qu'il a. Il faut qu'il joue avec une certaine intelligence de jeu. Il évolue aussi avec des joueurs qui ont aussi une certaine maturité. Voilà, c'est plus les mêmes petits qu'avant. Scottie Pippen aussi s'est affirmé malgré l'échec lors des playoffs 95 et aussi 94. On ne faut pas oublier, bien entendu. Le Tony Kukoc est là. Il y a un certain monde. Michael Jordan, il vieillit comme du bon vin. Mais un vin d'une certaine valeur qui est, à mon avis, inestimable. Un Pétrus. Ça, c'est clair. En tout cas, oh là là, celui-là. Bon. Vlad, on peut clôturer cette première partie MJ ? Écoute, je pense qu'on a déjà pas mal parlé du tonton, hein, donc on peut en effet passer à notre deuxième sujet de la soirée, et qui est un